Teasing avant de débuter la vidéo pour que vous saisissiez bien le potentiel et la puissance du projet. Ils ont un partenariat exclusif avec la Ligue de rugby française pendant 9 ans pour les droits. D'accord, c'est la plus grosse ligue de rugby au monde. Ils ont aussi un partenariat avec la Ligue américaine de rugby, qui est vraiment en train d'accélérer, de devenir très grosse aussi. Ils ont un partenariat, ils sont associés, d'accord, avec Antoine Dupont, meilleur joueur au monde. Il a la Coupe du Monde de rugby cette année. Ils ont prévu un listing avec un launchpad pendant la Coupe du Monde de rugby. Ils ont une plateforme NFT qui tourne déjà avec 15 000 cartes vendues. Et ils ont une communauté qu'ils ont fédérée, 6 000 personnes sur Discord, plus 40 000 personnes sur Twitter. Voilà. Je vous invite à regarder la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie des dirigeants de Ovalie. Alors pour contextualiser, c'est un projet que j'avais poussé aux membres de ma communauté privée et puis ensuite j'en avais parlé aussi sur ma liste email. Dans le cadre d'une private sale, on avait eu le bonheur et le privilège de pouvoir y participer. Et d'ailleurs, vous avez le lien en description, hein, si ce genre d'investissement vous intéresse. J'en communique de temps en temps sur ma liste email privée. Vous pouvez vous inscrire, si le lien est en description, c'est gratuit. Je fais cette vidéo parce que ils sont en phase de pré-sale qui se ferme dans 36 heures. Donc vraiment, écoutez bien la vidéo maintenant, d'accord? Vous pouvez la regarder en accéléré. Je le fais moi-même tout le temps. Avec YouTube, c'est facile. Vous pouvez mettre jusqu'en x2. Parce que je pense que c'est vraiment une belle opportunité. Donc voilà, écoutez bien la vidéo. C'est vraiment un beau projet. Ça s'adresse aux investisseurs, d'accord, et éventuellement aux passionnés de blockchain parce que le projet en lui-même est super intéressant. Je précise que ce n'est absolument pas du conseil en investissement, en aucun cas. Voilà, je vais juste parler de ce projet et on va en parler tous les trois. Et ce n'est pas du tout voilà une vidéo sponsorisée. Alors vous avez mon lien référol qui est en description de la vidéo. Si vous passez par celui-ci, je vous en remercie. Et d'ailleurs, restez bien aussi jusqu'à la fin parce que il y aura un bonus uniquement pour les membres de ma communauté publique et pour ceux qui regarderont cette vidéo. Je suis biaisé. Je suis biaisé, c'est important de le dire parce que j'ai investi dans le projet moi-même, donc forcément j'y crois, hein. Mais j'ai quand même prévu de poser des questions qui dérangent. Voilà, donc ça, c'est un truc qui voilà, viendra sur la fin dans les dernières questions, mais il y a des choses qui m'ont chiffonné dans le process de privé de sale et j'en parlerai. Donc vous aurez ainsi Tony et Florian la possibilité de pouvoir répondre à mes remarques. Tony, Florian, merci beaucoup d'être là. Donc, vous êtes respectivement, alors Tony, CEO et Florian, je m'excuse, je me rappelle plus de l'acronyme exact qui te Non, concerne. le CCO de la compagnie, mais c'est pareil, t'inquiète pas. Ok, merci. Et tous, Il a beaucoup plein de de place dans la casquettes. compagnie. Et ben écoutez, si vous voulez bien vous présenter succinctement en tant qu'entrepreneur, puis ensuite on pourra enchaîner sur l'entreprise qui est derrière ce projet, BAMG Sport. Alors si Bank Sport, je le prononce correctement? Ouais, Ouais, ouais. bah, Banque Sport. Bank Sport, Banque ok, Sport. très bien. Je vous en Yes. prie. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous recevoir et à nouveau pour bah, vraiment ta présentation et ton implication sur notre projet qui nous tient forcément à cœur. Donc, moi, je suis Tony Bouquier, le CEO de Bank Sport, co-fondeur avec Florian. On était voilà, à l'origine un peu de tout ça. On a créé cette société il y a un peu plus de 4 ans maintenant, avec la volonté clairement de digitaliser, d'aider à gamifier le rugby, on va dire. Voilà, c'était un peu lié deux passions qui étaient le jeu, le gaming, surtout les jeux fantasy au départ, et le rugby. Et il se trouve qu'il n'y avait pas grand-chose sur ce sport malheureusement. Donc en tant que passionné, on s'est parti vraiment de là, plutôt d'un challenge entre nous de se dire bah, pourquoi pas le faire nous-mêmes. C'est comme ça que c'est parti. On s'est associé avec différents autres cofondateurs, Laurent Arbeau qui était plus rugby, Eduardo qui était plus sur le volet finance, qui nous a aidé justement à structurer l'entreprise, faire les premières levées de fonds, et Yann qui était sur le frère de Florian qui était sur la partie plus du design ou ce genre de choses.
Et donc, on est là forcément aujourd'hui à la tête de ce projet avec Florian, que je vais peut-être laisser se présenter. Eh bien, enchanté et merci, merci beaucoup de nous recevoir, clairement. Donc oui, moi m'occupe de toute la partie plutôt commerciale, notamment toutes les parties qui vont être négociations avec les ligues, le développement au sein des clubs, avec les joueurs, etc. Et voilà, surtout passionné de rugby et de fantasy, de gaming, comme dit Tony. On a créé la compagnie un peu parce qu'il y avait une pièce manquante pour le rugby dans cette zone-là et on a vraiment pour but de fournir au rugby enfin un asset digital qui va permettre de le faire grandir dans les années à venir. Et alors, au niveau de l'entreprise, je pense que c'est important de le préciser que vous, à la base, vous n'êtes pas une entreprise crypto avec tout cet environnement Web3 que l'on a aujourd'hui. Il y a un passé, je dirais, plus Web 2, en fait, Web 2, tout voilà, court. avec déjà des réussites à ce niveau-là. Et moi, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime bien faire en termes d'investissement, c'est d'aller sur des entreprises, sur des projets où il y a vraiment de la matière, il y a déjà des réussites, il y a déjà des choses qui tournent et que ça vient en synergie avec l'existant ou alors d'avoir effectivement des entrepreneurs qui ont déjà fait des boîtes, qui ont déjà fonctionné. Donc voilà, si vous voulez bien l'évoquer Ouais, rapidement. pas de souci, avec plaisir. Mais effectivement, on a créé au départ, vraiment, la création, c'était la société Bank Sport, avec cette idée justement qu'on puisse développer plusieurs produits autour de ça. C'est une startup qui est basée à Londres, avec laquelle on a fait une première levée de fonds en 2020 de 300 000 pounds, principalement du Friends and Family et quelques business angels, dans lequel on a un peu tout mis au départ. On s'est lancé à corps perdu, pour la plupart vraiment à côté de nos travails respectifs. Et donc vraiment, on s'y est mis un peu chacun de notre manière, skin in the game. On y reviendra peut-être après, mais Mm. pour lancer vraiment ce projet, avec ça, on a développé une première application mobile qui s'appelle Fantasy Rugby World. Donc, il y a un premier jeu fantasy sur application qui a permis à tous les fans de rugby au départ en France de pouvoir découvrir ce type de jeu sur leur sport favori et qui a grossi vraiment, enfin, qui a eu une croissance extraordinaire de manière complètement organique avec zéro publicité et en fait qui nous a servi un peu de MVP pour comprendre un peu mieux comment ce marché fonctionnait, ce type de jeu et avec lequel on a fait énormément de partenariats avec déjà des licences avec la Ligue nationale de rugby, plus d'une douzaine de clubs, certains joueurs, des médias comme Canal+, L'équipe, RMC Sport, Sud Radio. Et voilà, tout ça a super bien grossi et bien fonctionné avec plus de 50 000 utilisateurs actifs, ce qui nous a permis déjà de le vendre à certains sponsors comme Land Rover ou BetClick. Et voilà, on a grossi un peu dans ce milieu-là. Et après, la question s'est posée vraiment de comment faire évoluer encore plus loin notre société, notre startup. Et, euh, et surtout, qu'est-ce qui pourrait être l'avenir de ce type de jeu demain pour aller attirer les nouvelles communautés de fans et avoir une vision de long terme sur notre développement. Et c'est donc à ce moment-là qu'on s'est vraiment lancé sur le monde du Web3, voilà, qu'on a appréhendé plutôt de manière personnelle, on va dire, au départ. Et quand on a vu un peu tout le potentiel que ça pouvait amener voilà, de rassembler un peu ce côté d'utilisation de nouvelles technologies au service d'une communauté, d'un écosystème, avec un nouveau business model qui met voilà, plus en avant les utilisateurs en premier lieu, clairement, on a décidé de se lancer dedans et c'est à ce moment-là qu'on s'est lancé sur le projet Ovalie, avec lequel on s'est aussi associé à d'autres sociétés vraiment spécialisées Web3 pour nous accompagner dans le développement, le marketing, voilà, tous les sujets un peu plus techniques de smart contract ou de blockchain. Donc, c'est les sociétés qui sont Pirates Lab, ERA 2140 et Markchain, et qui sont clairement impliqués dans le projet parce qu'ils ont pris des parts dans l'entreprise dans ce process-là, et avec lequel voilà, tout est un peu parti pour Ovalie. Et donc, je discuterai après peut-être un peu plus de ce qu'est Ovalie en détail, mais voilà, on vient plutôt du Web 2.
du rugby et du gaming, et on a ajouté maintenant cette couche Web3 pour aller encore plus loin. Ok, excellent. Donc déjà des joueurs sur votre projet Web3, ce qui, voilà, là c'est encore une fois, hein, moi je suis vraiment avec ma casquette d'investisseur où je me dis, ok, ben ça veut dire qu'ils ont une base d'utilisateurs qui peuvent solliciter et ça fait des joueurs potentiels aussi pour ce projet Web3. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment positif. Alors, justement, par rapport au projet Web3, voilà, il y a de la notion de NFT dedans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait le projet, quel est le but, quelles sont les différentes manières de jouer qui vont être amenées, et puis on pourra aussi faire la liaison directement avec les NFT, et puis sur la manière dont se sont passées les ventes de NFT sur ces derniers mois. Oui, bien sûr. Donc, c'est un jeu de fantasy. Donc, en fait, c'est un jeu qui va être basé sur les performances réelles des joueurs durant le week-end. Donc, en gros, tu vas constituer une équipe. Toi, en gros, on a tous l'âme d'un coach. Donc, on se dit, ben, moi, je vais créer mon équipe mieux que les autres. Donc, tu vas sélectionner tes joueurs pensant que c'est les meilleurs. Et ensuite, par rapport à leurs performances effectuées durant le week-end pendant les vrais matchs, on va aller récolter les datas sur leur match et impacter en termes de notes. Là, c'est très intéressant parce que on a une grosse expérience vis-à-vis de ça, puisque durant 4 ans, 3 ans maintenant, de 3 saisons pleines, on a récupéré ces datas pour améliorer nos algorithmes, pour arriver à donner une expérience utilisateur qui soit le plus proche du réel possible. Que quand tu choisisses un joueur et que sa performance réelle soit le mieux retranscrit possiblement dans sa notation finale. Donc ça, c'est pour le principe du jeu. Ensuite, tu vas avoir plusieurs façons de jouer. Pour nous, c'était très important que tout le monde puisse tester le jeu. Donc, tu vas toujours avoir, c'est un petit peu ce qui nous reste du succès qu'on a eu avec notre premier jeu Web 2, FRW, c'est qu'en gros, on veut que tout le monde puisse tester Ovalie gratuitement. Donc, en premier lieu, tu vas aller juste faire une équipe gratuitement avec des cartes gratuites qui ne sont pas des NFT, qui sont des cartes communes, et tu vas pouvoir jouer d'ores et déjà au jeu, ce qu'on appelle un free-to-play, en sélectionnant tes joueurs pendant la Coupe du Monde, sur tous les autres, sur le championnat aussi, qui seront lancés en août. Donc, tu pourras jouer gratuitement, t'aguerrir un peu, sentir comment se passe le jeu. Et ensuite, si tu veux aller dans la partie où tu seras plus dans le côté play and earn ou play and own, là où tu vas pouvoir avoir des rewards plus importants sur différents types de compétitions, donc avec plus de leaderboards qui vont être liés aux ligues qu'on a en licence ou liés aux positions spécifiques, puisque tout ça, ça évoluera le nombre en fonction du nombre d'utilisateurs. Là, tu pourras aller acheter tes cartes, les cartes des joueurs qui ont différents niveaux de rareté et les utiliser dans ton jeu pour participer aux compétitions de la rareté dans laquelle tu as tes joueurs pour gagner des rewards autour des week-ends de compétition. Et rewards Voilà. en question, ils seront gagnés en... Donc, voilà. Mais en gros, tu vas avoir plusieurs façons de récompense, pardon, de récompense. Tu vas avoir premièrement des cartes gratuites, donc qui vont être plus ou moins rares en fonction de la compétition à laquelle tu participes et de ton classement, bien entendu. Si tu finis premier, tu auras plus de chances d'avoir des cartes avec des valeurs plus importantes de collection ou de joueurs plus intéressants. Tu vas avoir des rewards en token, donc là, ça va être la monnaie du jeu, le token Ovalie. Tu vas avoir des places de match parce que c'est très important pour nous de ramener toujours la partie réelle, les fans, les envoyer dans les stades, que ça implique autour des acteurs premiers qui sont les clubs, qui sont les joueurs, donc d'inviter à aller ces matchs, tu vas aller voir ces matchs. Tu vas également avoir des maillots ou des maillots signés ou des ballons. Il va y avoir un grand nombre de goodies en gros. Et en big truc, tu vas avoir également les fan expériences, ce qu'on appelle vulgairement les monnaies can't buy, qui vont t'envoyer au match de ton club préféré, où tu vas aller visiter le vestiaire, voir les joueurs avant match, après match. C'est des expériences fans assez uniques qu'on fournit dans le jeu. D'accord, excellent. Et du coup, par rapport à... Alors, d'ailleurs, je précise, hein, ceux qui nous regardent,
Mettez des questions en commentaire hein, si vous en avez. Bon, la pré-sale est assez, ça se termine dimanche soir, c'est bien ça? Ouais. C'est ça. Ok. Donc ne tardez pas pour mettre des questions. Hein. Je les ferai suivre à l'équipe de Ovalie aussi vite que possible et puis ils garderont un œil aussi sur les commentaires de leur côté. Euh, et je fais la liaison du coup avec la vente de NFT puisque vous avez déjà effectué des ventes, ce qui permet aussi de sentir un peu comment ça réagit du côté du marché. Alors comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ah ben plus que bien, on est forcément très content de l'accueil qu'on a reçu et de la communauté qui s'est construite vraiment très rapidement. On avait fait un premier drop en décembre dernier, juste après qu'on ait eu les droits officiels de la Ligue nationale de rugby pour commencer à sentir un peu aussi le marché. On avait fait une carte par club qui avait ouais, une opération sur 24 heures qui avait très bien marché, mais voilà, derrière, il fallait aussi délivrer et donc prouver que le projet avançait. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé la plateforme officiellement avec la marketplace qui permettait du coup de pouvoir déjà découvrir un peu tous les joueurs, de toutes les raretés, de tous les championnats qu'on avait, donc de top 14 Pro D2 MLR. Donc, il y a un peu plus de 42 clubs et 2000 joueurs disponibles. Donc, voilà, ça fait de quoi fournir la marketplace et surtout de quoi trouver un peu son bonheur pour chaque utilisateur avec des ordres de prix en plus qui vont du très abordable en démarrant à moins d'1 dollar les cartes limited jusqu'à donc 50 dollars le prix de départ des uniques et qui peut aller beaucoup plus haut suivant le système d'enchères évidemment. Donc toute la marketplace fonctionne sur un système d'enchères avec des prix bas au départ pour que les utilisateurs eux-mêmes définissent en fait le prix basé sur l'offre et la demande tout simplement. Et c'est quelque chose d'assez important pour éviter voilà, d'être nous, en tant que plateforme, imposer des prix. Nous, on va dire, on met à disposition. On a tout un système qui était là dès le début de notes au niveau du joueur qui est basé justement sur toutes ses performances passées et qui donne déjà énormément d'indications effectivement aux utilisateurs sur la performance que va pouvoir réaliser le joueur. Et à partir duquel, donc, on a lancé la marketplace en amont du jeu qui permettait donc à tous ces utilisateurs de construire leur équipe. Et on est forcément extrêmement content. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 15 000 cartes vendues avec plus de 150 000 dollars de vente, plusieurs dizaines de milliers de personnes sur le site, une grande partie qui est forcément inscrite, qui a bidé directement sur toutes les cartes. Donc, clairement, voilà, on est largement au-dessus de nos espérances, même en termes de prix moyen de vente, qui sont largement au-dessus de notre business plan. Donc, forcément, on peut être que ravis. Après, nous, c'était vraiment l'idée aussi de montrer que voilà, le projet avançait, que c'était live et pas tout sortir à la fin d'un coup. Donc, c'est aussi pour ça on a lancé ça. Ça a permis à des communautés un peu Web3 qui étaient, on va dire, plus aguerries sur le côté NFT, marketplace, jeu play to earn, de pouvoir venir justement commencer un peu avant tout le monde de faire leur équipe, peut-être à des prix plus intéressants. Et à quelques petits spéculateurs Web3 au passage de venir un peu au tout début du projet, à quelques whales voilà, qui sont venus se servir au départ parce qu'ils savent que c'est là où c'est le plus intéressant. Mais l'objectif, voilà, nous, ça reste quand même ce qu'on prône en premier, c'est une expérience de jeu immersive avant tout le côté un peu vente, marketplace, tout ça, quoi. Ok. Donc déjà 15 000 ventes. Alors en termes de actuellement de public, c'est principalement francophone. À environ un peu plus de 50%, je crois que c'est 56% si je dis pas de bêtises. Ok. On a un bon public aux États-Unis du fait de notre partenariat avec la Major League Rugby, donc le championnat des USA. Ça, c'est Euh, nouveau, non? ça date de février, mars, on l'a annoncé, je crois. Ah, il me semble que quand on avait discuté au tout début, il y avait juste la Ligue française. Ouais. Ouais, tout D'ailleurs, à ça fait fait. Tu partie avais des dit Je crois avantages qu'on avait dit en concurrentiels que. février, on a dû l'annoncer en mars, donc oui, ça Ouais. arrivait après. Ok. ça. Effectivement. Ouais, c'était début février, je me rappelle, il me semble hein, que j'avais analysé le projet et qu'ensuite j'avais décidé d'y mettre un billet et puis ensuite de le pousser du coup à ma communauté privée puis à ma liste email. Ok. Et bon ben
Excellent. Alors ça, c'est un truc que je vous soulignais effectivement. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'y aller. C'est qu'il y a déjà un produit, il y a déjà des choses qui tournent, il y a déjà un engouement qui a été créé. Et on va en parler juste après sur aussi la visibilité et la communauté que vous avez construit en ligne. Ok, avant ça, ultra important. Ok, les avantages concurrentiels que vous possédez, quels sont-ils aujourd'hui? Euh, Est-ce que Sorar ne pourrait pas venir vous concurrencer ou d'autres? Euh, et pourquoi en clair, enfin je fais la réponse avant, mais pourquoi ils peuvent pas en fait? C'est ça qui est intéressant Ouais, dans le projet. après, clairement, c'était un point super important pour nous. C'est que on prend les risques avec notre compagnie depuis 3 ans, 4 ans pour construire tout ce projet. Il nous fallait aussi des garanties. On amène un produit qui est magnifique, où on a investi énormément d'argent pour le créer. Donc, il nous fallait des garanties de licence officielles et exclusive. Donc ça, c'était primordial pour nous pour valoriser le projet auprès de nos utilisateurs. Et du coup, c'est pour ça on a remporté la licence de la Ligue nationale de rugby, donc qui est la ligue française, qui est la ligue la plus puissante du monde à l'heure actuelle. C'est celle qui génère le plus de revenus, qui a les clubs les plus puissants, qui a... Donc pour nous, c'était un premier point clé. Et dans les contrats qu'on a signés, c'est des contrats qui peuvent aller jusqu'à 9 ans. Donc, en fait, on sécurise. Donc, déjà, ça répond à la première problématique, c'est que Sorar, ils ont beau être très puissants financièrement, etc. À l'heure actuelle, ils ne pourront rien faire contre nous, plus qu'on maîtrise les droits de licence exclusifs. Donc, ça, c'est la première des choses qui nous amène déjà 30 clubs. Après, on savait que pour pouvoir maîtriser la concurrence, il fallait qu'on ramène le plus de ligues possible, le plus vite possible. Et c'est là où on a signé un autre partenariat assez rapidement avec la MLR, donc la Major League Rugby, qui, elle, n'est pas la plus puissante, mais qui sera la ligue la plus puissante probablement assez rapidement. Parce que à l'échelle des États-Unis, c'est un projet, la MLR, qui n'a à peine que 6 ans et qui a développé et qui grandit à l'échelle des États-Unis. Donc, pour l'instant, pour donner des chiffres, pour que les gens se rendent compte, le Biarritz Olympique était un club qui était à vendre en France, qui se vendait entre 3 et 4 millions d'euros. À l'heure actuelle, une franchise de MLR, aussi petite qu'elle soit, doit payer 7 millions son droit d'entrée dans la ligue. Juste le droit de participer. Donc, pour vous donner le ratio qu'il y a, si tu veux, avec la potentialité d'une ligue. Ils sont à l'heure actuelle en train de faire, c'est pas encore officiel, une énorme levée de fonds au niveau de la ligue. Ils investissent sur toutes les plateformes. Ils ont une plateforme qui s'appelle The Rugby Network, qui a pour vocation d'acheter tous les droits visuels de toutes les ligues à travers le monde pour les diffuser aux États-Unis. Ils viennent d'acquérir les droits de la ligue anglaise pour les diffuser dans leur genre de Netflix rugby, en gros. Donc, ils ont vraiment un développement commercial qui est monumental. Pareil, sécuriser les droits pour 9 ans. Et je rentre des États-Unis, j'étais à Chicago pour la finale. Et je peux vous dire qu'il y a une nouvelle franchise à Miami qui arrive, backup par le Amazon argentin. En fait, voilà, il va y avoir énormément de potentiel. Donc là, pareil, on a sécurisé pour 9 ans. Et à l'heure actuelle, j'étais encore, juste avant qu'on se voit, j'étais en rendez-vous avec d'autres ligues. Donc, on discute avec l'URC, où on a énormément avancé avec eux, qui est la ligue qui comprend les Gallois, Irlandais, Écossais, Italiens et une partie des Sud-Africains. On a énormément avancé avec la Rugby Player Association du côté des Anglais et les clubs. On avance aussi avec le Japon, avec certaines équipes nationales, que ce soit des équipes comme des Fidji ou des Samoa. Donc, clairement, All Black, clairement, avec les All Blacks. Donc, on a vraiment déployé tout ça. Et en fait, le rugby, le monde du rugby en général, pour parler de la concurrence, en fait, ils ont besoin de se retrouver autour d'un seul et même projet. Et à l'heure actuelle, on est le seul projet qui amène les garanties, les licences officielles. Et en fait, ça coule de source pour les ligues de trouver le bon compromis avec nous pour être au sein du plus gros jeu du rugby mondial qui va aider le développement de ces mêmes ligues les unes à côté des autres, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que le rugby, ça a un énorme potentiel et ça fait partie des sports qui se développent le plus, mais ça reste un développement qui doit être collectif. À l'échelle individuelle, ils n'arriveront pas à se développer suffisamment. Donc, ayant réussi
de réunir 2 ligues majeures et peut-être 3 bientôt, en fait, on se rend compte que maintenant, c'est plus des discussions avec les ligues de comment on va les intégrer et comment on va valoriser leurs produits à l'intérieur de notre plateforme avec les autres ligues, plutôt qu'une question de est-ce que je dois aller avec vous ou un autre. En gros, maintenant, on est plus dans des discussions d'intégration à plus ou moins court terme. Et puis la différence aussi, c'est que on le voit avec certains acteurs comme le Six Nations ou URC qui ont pu ou travaillent avec quelques autres studios de jeux un peu gaming ou d'autres acteurs un peu Web3. Enfin, à chaque fois, toutes ces personnes du rugby, tous ces acteurs du rugby qui travaillent que ce soit sur l'axe gaming ou Web3, c'est toujours avec un acteur extérieur qui est complètement externe au rugby et qui va développer peut-être des choses voilà, pour des jeux de fantasy, un truc qui est duplicable à tous les sports, hein, mais on va dire assez basique et qui du coup répond pas vraiment aux valeurs, au système très particulier, à la technicité du rugby, et du coup pas forcément très bien adapté. Là. Et c'est là où nous, la grosse différence, c'est qu'en étant 100% sur la verticale rugby, focus sur ce sport-là, forcément ils se sentent mieux compris dans ce qu'ils ont envie de faire et ça colle mieux généralement au jeu en lui-même, aux mentalités, aux Avec la culture. perspectives, à tout ça. Donc, ouais, ça fait plus de sens, forcément. Ok, excellent. Donc effectivement, déjà le fait que vous soyez dans cet univers de par votre activité Web2, bah forcément vous avez bâti manifestement un assez beau réseau pour pouvoir choper donc cette partenariat, cette exclusivité des droits, hein, je le souligne, c'est vraiment pas rien, avec déjà la Ligue française et puis la Ligue américaine. Ce qui, ben, concrètement, là, c'est un avantage concurrentiel énorme et ça assure une mainmise sur ce marché du fantasy game, à la fois ben, dans le Web3, autour du monde du rugby. Et Euh, petite cerise sur le gâteau, je me permets de te couper, pardon. On a aussi Antoine Dupont, donc meilleur joueur du monde 2021, capitaine de l'équipe de France. Et voilà, vraiment la star mondiale du rugby aujourd'hui, qui nous accompagne depuis le début de notre aventure et qui est donc l'ambassadeur officiel et qui est, même plus que ça, en étant actionnaire de la société, donc clairement impliqué. Et on est encore avec lui hier. On essaie de pas trop l'embêter, mais quand il peut nous apporter ses petits conseils ou autres sur justement le côté vraiment rugby. Voilà, ça va être un atout de poids, notamment sur la partie marketing derrière aussi, pour Clairement. promouvoir le jeu. Donc voilà, effectivement, en plus de des ligues majeures, vous avez aussi effectivement juste le meilleur joueur du monde, Anthony Dupont, qui est partenaire et même associé dans le projet. Donc, ce qui encore une fois rajoute une barrière à l'entrée et un avantage concurrentiel et un potentiel de marketing pour le projet extrêmement élevé. Excellent. Continuons et enfonçons le clou sur la partie communautaire et visibilité que vous avez actuellement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes positionné et sur le nombre de personnes que vous avez fédérées? Ouais. Alors là, on a on va dire le cœur de la communauté se trouve vraiment dans le Discord. C'est un peu le côté plus peut-être gaming et Web3, mais vraiment, on a une communauté qui est fantastique, qui nous suit Très presque. actif, oui. Mm. Ouais, on a vraiment presque plus besoin presque de la faire vivre et répondre pour nous aux questions. Enfin, ils sont vraiment géniaux. Et sur lesquels, ouais, on a un peu plus de 6000, je crois. Ça tourne autour des 6000 membres donc sur Discord. Ça tourne autour de 40 000 sur Twitter, où aussi il y a un super développement. Ça, c'est vraiment le côté à la fois sportif et Web3 qui marche très bien sur ce réseau-là. Et sur lequel voilà, on s'est positionné assez rapidement et dans lequel on a vraiment bien évolué. Et ensuite, bah forcément, il y a TikTok qui nous permet nous d'aller chercher un peu les jeunes fans de rugby aujourd'hui sur lesquels on est en train de se lancer et sur lequel on va accélérer clairement là pour la Coupe du Monde pour se développer à fond. Après, on est évidemment présent sur tous les autres réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, ou un peu tout ça. On se développe également sur Reddit,
qui est un marché qui a un réseau pas forcément très développé ici, mais qui pour le coup l'est beaucoup plus aux États-Unis, notamment autour du sport. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie aussi et ça fait partie un peu de notre développement dans les partenariats avec les différents acteurs. Il faut s'adapter aussi à chaque fois au marché. Donc voilà, on se développe un peu partout. Et ensuite, au-delà de ça, bon, on a effectivement un peu plus de 15 000 personnes sur le site, directement sur la plateforme. Et sans compter donc les qu'on n'a pas forcément trop activé aujourd'hui parce qu'on était dans un axe un peu plus Web 3 avec le lancement de la marketplace. Mais là, avec le lancement du jeu en août, l'idée, c'est effectivement de ramener notre communauté d'FRW aussi qui sont déjà des fans de Fantasy Rugby à venir jouer sur Ovalie, et notamment parce que le jeu officiel, le jeu de la Coupe du Monde sera sur Ovalie. Donc tous les utilisateurs d'FRW qui attendent que ça vont pouvoir franchir le pas en arrivant là sur Ovalie avec un début free-to-play s'ils le veulent au départ, qui permettra de redécouvrir encore plus profondément ce qui avait déjà marché sur FRW. Très clair, merci. À noter aussi que un élément de visibilité peu anodin aussi à venir, c'est là, et c'est aussi encore une fois une des raisons pour lesquelles je parle du projet, c'est qu'on a la Coupe du Monde de rugby qui arrive cet été. Et que ça aussi, ça va être un élément de création de visibilité pour ce que vous êtes en train de créer. Vous avez d'ailleurs, me semble-t-il, prévu quelque chose de spécifique pour la Coupe du Monde. Exactement, ouais. C'est vrai que c'était l'idée de départ. On va lancer le jeu en août où on va pouvoir retrouver les premières compétitions un peu sur les différents degrés de rareté de cartes. Mais il y avait l'idée de ce free-to-play. Et en l'occurrence, quoi de mieux que la Coupe du Monde pour attirer le maximum de fans. Vraiment, l'objectif, en premier lieu, nous, c'est de leur faire découvrir à tous les fans du rugby dans le monde un jeu sur lequel ils peuvent vraiment s'amuser autour du rugby. Et donc, de manière totalement gratuite et immersive, avec des algorithmes qui sont à la fois très simplifiés. On a créé quelque chose de complètement nouveau dans le rugby, à l'image d'un FIFA en foot, mais version rugby avec des notes de 0 à 100, des attributs genre attaque, défense, technique, qui permet même pour ceux qui sont juste un peu amateurs ou connaissent pas forcément le rugby, de pouvoir appréhender très facilement le jeu et les niveaux un peu des joueurs. Et l'idée vraiment autour de ça, c'est d'avoir une mass adoption des fans de rugby autour de cet événement majeur. Et une fois qu'ils seront sur la plateforme et qu'ils se seront éclatés sur le jeu, tout le reste de l'année, il y a toutes les autres compétitions auxquelles ils vont pouvoir participer sur leur championnat local et découvrir le système pour aller plus loin des NFT qui va leur permettre d'avoir encore plus de récompenses et tout ça. Donc, mais vraiment, voilà, on a cherché à avoir quelque chose de spécifique pour la Coupe du Monde. Donc, ce sera autour du jeu free-to-play dans un premier temps. Ok, merci pour l'explication. Je voudrais revenir sur un point, c'est en quoi vous êtes skin in the game dans le projet. Ça, c'est quelque chose que moi, particulièrement en private equity, auquel je fais particulièrement attention. Et si vous pouvez évoquer tout le travail que vous avez pour finir autour de ce projet, et puis quelque chose dont on avait discuté, c'est aussi la liaison avec vos proches qui ont mis de l'argent dans Ouais. ce projet. Comme disait Tony au début, un peu dans la présentation, quand on a fait la première levée de fonds, on l'a principalement fait autour de Friends and Family. Donc, déjà, la première chose, qu'on a de la famille, des amis très proches qui ont investi au début, puisque quand tu as une idée, c'est difficile de trouver les premiers investisseurs, etc. Donc, tu les trouves souvent autour de tes proches, de tes très proches. Donc, c'est vrai que déjà, la première chose, c'est qu'on a nos familles qui ont investi dans notre compagnie, qui ont investi autour de nous. Donc, déjà, c'est une première chose qui est importante où nous, on doit, voilà, c'est pas les mêmes enjeux quand tu vas chercher l'argent de tes parents, tes frères et sœurs, tes meilleurs amis. C'est vrai Euh, qu'on avait mis aussi, nous, pour certains, à l'échelle de ce qu'on pouvait. ouais, Euh, voilà. mais voilà, il y avait des ambitions, donc il fallait aller chercher plus loin. Donc Et on était plus proche. le, le premier fundraising a servi juste à couvrir les frais de développement parce que notre application, elle coûtait cher, le développement coûte cher. Et tout ce qu'on a pu lever en fonds a servi juste à être investi dans le produit. Donc je pense qu'on
on peut dire qu'on n'a jamais pris de salaire de quoi que ce soit pendant 3 ans et demi, voire plus. Euh, Clairement, notre entreprise est toujours passée avant nous. Ça n'a pas été simple puisque tout le monde a besoin de gagner de l'argent, payer des loyers et vivre. Donc, ça voulait dire beaucoup de double travail, de lever à 3 heures du matin pour travailler sur les algorithmes, pour faire ça et partir faire ta journée de travail après la journée. Donc, on investit plus. Ça, c'est difficilement quantifiable, mais tu mets en péril ta vie de famille, ton couple, tout ça pour ton projet. Les gens ne réalisent pas forcément tout ce que ça demande comme investissement personnel. Moi, j'ai des enfants à bas âge quand on lance le projet, donc c'est d'autant plus difficile. Et ouais, quand tu dis skin in the game, ouais, on a mis vraiment tout et c'est vrai que on pense qu'on a fait dans la vraie bonne chose parce que on a tout investi dans notre entreprise et autour de notre entreprise. Et quand on est arrivé dans le Web 3, on arrive avec une ossature qui a vécu, qui est stable, qui a fait maintenant un nouveau fundraising qui a été effectué sur l'equity de l'entreprise à hauteur de 1,7 million, qui donne une valorisation de l'entreprise à plus de 12 millions de dollars, qui donne une vraie assise au projet. On ne dépendait pas de la token sale pour faire le projet ou pour. Et c'est vrai que tu parlais de projets qui peuvent être scam ou etc. Nous, notre première value et notre première crédibilité, elle est là. C'est qu'on n'a jamais monté le projet autour du token. C'est un asset qui va nous permettre un développement auprès des ligues plus rapide parce que tu as des licences à payer, des choses comme ceci, mais qui, encore une fois, va être localisé sur le jeu, l'expérience, c'est une facilité de développement. Après, toute la compagnie, tout le développement du projet a été fait sur notre compagnie en equity et on est assez fiers de ça parce qu'on a vraiment donné beaucoup de notre personne pour pouvoir réaliser ça. Ok, alors, si en termes de personnes, alors on l'évoquait avant de démarrer l'interview, mais vous avez notamment vos parents en fait qui ont investi aussi dans le projet. Parce que Ouais. famille, ça peut paraître un petit peu bon, bah famille quoi, mais de dire ok les parents, voilà, c'est quand même pas anodin. Merci d'avoir partagé tout ça, effectivement du sang et de la sueur. Ouais, mais C'est surtout, surtout de la sueur, ouais, c'est ça. Euh, alors venons-en à la pre-sale. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des différentes étapes de la ICO Ouais. et des différents prix auxquels sont vendus les tokens ainsi que le vesting qui est associé et notamment sur la pre-sale actuelle? Ouais, tout à fait. Alors, juste pour revenir un tout petit peu en amont, c'est vrai que sur l'histoire du token, on a eu des fois la question de euh, certains autres projets, par exemple Sorar, n'ont pas de token. Donc, il y avait un peu cette question du pourquoi. Et nous, au tout début, on se l'est posé. Et en fait, clairement, quand on a décidé de faire notre transition du Web 2 au Web 3, au-delà des mots blockchain, NFT, token ou autre, pour nous, on voyait simplement des outils qui allaient nous permettre de développer beaucoup plus facilement une communauté, un écosystème mondial du rugby autour d'un projet et avec lequel on allait pouvoir faire le maximum de choses possibles, quoi. Donc l'idée, c'était pas de se cantonner juste à un jeu fantasy qui serait passé juste de Web 2 à Web 3 et qui s'arrête là. L'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser toutes ces technologies pour aller plus loin et devenir le leader de l'entertainment digital autour du rugby. Et donc, forcément, notre atout principal au départ, c'est les jeux fantasy. Donc, c'est ce qui va être développé en premier. Il y a plein d'autres types de cartes qui vont être créées pour améliorer un peu le jeu, d'autres modes de jeu. Et l'intégration de ce token qui, en termes d'utilité au départ, évidemment, c'est la monnaie du jeu avec lequel il y aura des récompenses, avec lequel on va pouvoir aller racheter d'autres cartes, se les revendre entre nous avec des avantages forcément spécifiques pour ceux qui paieront directement en token, mais avec une vision long terme beaucoup plus large et globale que ça, avec vraiment tout ce côté de, bah, oui, chaque nouvelle feature dépendra un peu de ce côté token, mais surtout, on veut créer un écosystème autour de ça, avec tout ce que ça comprend en termes de fan expérience, de fan token, de possibilités Web3, par exemple pour acheter ses places de match ou du merchandising, et qui servira en fait de passerelle Web3 en gros entre les clubs et la plateforme
et avec lequel les fans de demain d'un club comme le Stade Toulousain, qui font partie du club des supporters, on va dire, qui sont enregistrés en tant que membres, vont pouvoir gagner peut-être des tokens de ce côté-là, sur lesquels ils vont pouvoir venir acheter des cartes sur Ovalie. Sur Ovalie, ils vont gagner des éléments du club qui vont les ramener peut-être de ce côté-là, ou ils pourront utiliser leur token pour acheter leur place de match. Et en fait, c'est à chaque fois créer ce genre de lien entre les fans, l'écosystème au départ, et tous les acteurs qui gravitent autour. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait un peu ce token. Donc, voilà, c'était un peu pour l'origine. Et ensuite, du coup, on a fait une première tokenomics qui était basée un peu sur les conditions du marché au moment où on l'a lancé, qui était prévue en deux phases. Donc, on a fait effectivement une première phase private, un peu en seed, sur lequel on a levé 700 000 dollars, donc qui s'est déjà très bien passé, où il y a eu voilà, quelques investisseurs stratégiques, des membres de notre communauté qui étaient là et quelques partenariats, notamment avec Humanto aussi. Certains ont investi et qui leur ont permis en fait d'acheter le token à un prix en gros 4 fois plus intéressant que celui qui serait au listing. Et ensuite, il devait y avoir la deuxième partie. Et entre-temps, j'explique un peu pourquoi aussi on a un peu modifié notre tokenomics. Ouais, ça faisait, j'interviens, ça faisait partie des questions Après, c'est ok, peut-être difficile. je viendrai Voilà, après. oh non, non, mais c'est très bien de l'aborder maintenant. Effectivement, hein, je contextualise. Entre le moment où on a fait la privée de sale et que ben, moi-même j'ai investi et puis des membres de ma communauté aussi, et puis ben, quelques mois après, on s'est rendu compte qu'effectivement la tokenomics avait changé et donc on avait été surpris par la chose. Moi, je n'avais pas vu la communication passer, d'autres personnes non plus. Il y en a été plusieurs à se manifester en disant grosso modo, c'était en mode, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bordel là? Il y a la valeur du token qui a bougé. C'est quoi le truc? On Et peut d'essayer comprendre. de comprendre. Donc, voilà, Ouais. de mon point de vue, il y aurait eu du mieux à faire au niveau communication. C'est dans ce Ouais. sens-là où, bon bah, c'est C'est aussi vrai mon qu'on a fait job pas mal de de. partenariats et on avait pas mal on en avait de la communauté qui venait enfin, un peu de tous les réseaux, ce genre de choses qui ont pu investir ou de personnes directes autour de nous. Il y a des joueurs, des entraîneurs de rugby qui ont investi. Enfin, on a eu un super soutien déjà sur la private, donc on était forcément très contents. Et c'est vrai que quand on a centralisé tout ça, et qu'on a voulu informer, on avoue tout à fait que ça a été un peu tardif parce qu'on l'a annoncé juste avant le lancement de la nouvelle vente, qui du coup était censée être publique. Donc c'est pour ça qu'on voulait quand même que tout le monde soit informé et surtout qu'ils ne s'inquiètent pas sur les prix qui ont changé, dans le sens où ça va dans leur sens et à leur avantage. Hmm. Donc c'était pas pour les spoiler de quoi que ce soit ou autre, c'était Absolument. simplement Voilà. In vraiment fine, c'est à notre avantage pour ben, ceux qui ont d'ailleurs investi dans la qui private ont sale. déjà investi dans le sens Merci où, pour ça. pour le même montant, ils ont plus de tokens en l'occurrence, donc un pourcentage de la supply plus important, qui devient même pour les investisseurs aujourd'hui la poche en question est plus importante que d'autres parties. Et donc, enfin, vraiment, ça leur a apporté une valuation à leur investissement encore plus importante. Déjà Mais ça s'est gagné, je fait pour pense. plusieurs raisons. C'est qu'il y avait différentes phases qui étaient prévues. Et il y avait cette question un peu du listing, ce genre de choses. Et on a commencé à discuter avec pas mal d'exchanges. Je vais citer Binance ou Oui. mince, j'ai perdu l'autre nom. Enfin bon, avec l'ensemble des plus gros des exchanges pour justement ces questions de listing ou d'éventuels launchpad. Et disons que quand on a vu un peu aussi la possibilité de pouvoir faire des choses un peu plus spécifiques comme ça avec des exchanges derrière, au moment du listing, on s'est dit peut-être qu'il faut redécouper les montants qu'on avait prévus en une phase supplémentaire qui nous permettra de faire quelque chose un peu plus public pour aller toucher un peu à un prix plus réduit, mais de manière plus large en quantité, la communauté sur quelque chose de public. Et ensuite, du coup, d'avoir un launchpad en dernière partie juste au moment du listing. Mais donc les prix ont légèrement bougé sur le prix du token. Donc ceux qui avaient acheté en private aujourd'hui ont un token qui vaut 0,0075 dollars. Aujourd'hui, elle est à 0,015. Le token est à 0,015 dollars le token.
Et en listing, donc ce sera 0,03. Pour la phase actuelle donc de pre-sale public, en gros, il y a 68 millions de tokens donc à ce prix de 0,015. Et il y a 3 mois de cliff et 18 mois de vesting, sachant que sur la phase d'avant, c'était 6 mois de cliff et 24 mois de vesting. Et sur la dernière phase du Launchpad, il y aura 20% de TGE et 9 mois de vesting derrière. Donc voilà, vraiment, c'était l'idée de séparer un peu tout ça, d'avoir aussi une fully diluted market cap qui soit plus cohérente avec le marché un peu crypto aujourd'hui, qui était peut-être un peu trop élevé au départ. Et donc c'est pour ça qu'on a réajusté également, ce qui amène de ce fait du coup plus de pourcentage à ceux qui ont déjà investi. Donc c'est pour ça que ça va dans leur sens. Mais voilà, après c'est vrai qu'on sait que dans les process, c'est vrai que c'est pas notre force de départ. On développe plutôt des jeux que des plateformes d'investissement. Donc, on est conscient qu'il y a quelques couacs et qu'on n'était pas forcément, on n'a pas réussi à être toujours aussi réactif parce que malgré tout, il y avait quand même plusieurs centaines de demandes ou d'investissements, de KYC à régler, de ce genre de choses. Donc, ça faisait beaucoup de traitements et on a essayé de faire du mieux que possible. Mais c'est aussi pour ça que sur cette deuxième phase, on a essayé d'apprendre un peu de nos erreurs passées et qu'on a développé un dashboard. Donc, si vous allez sur notre site et sur la partie vente du token, c'est un dashboard dédié sur lequel on peut investir directement avec ses cryptos. Je rappelle Ou le lien en description, en commentaire épinglé. Voilà. ça marche, ou en virement bancaire. Et dans ce cas-là, il y a un code à rentrer au moment du virement et ensuite, nous, on viendra le réintégrer sur le dashboard. Mais voilà, il y avait l'idée que ce soit un peu plus centralisé. Ce sera la plateforme pour tous ceux qui ont investi, qui pourront récupérer leurs tokens, les claimer dessus et qui facilitera vraiment un peu tout le process, quoi. Donc, on est un peu conscient que sur la partie privée, on a été un peu débordé par les demandes et on n'a pas forcément été aussi clair et réactif que possible. Mais bon, voilà, on essaie d'évoluer, de faire au mieux. Et pour cette pre-sale, il me semble que ça répond déjà à pas mal de questions là-dessus. Très bien. Donc, pour récapituler, on a eu donc la private sale, il y a la pre-sale en cours, Ouais, et on tout à aura fait. donc le launchpad qui est prévu pour. Qui est prévu pour la Coupe du Monde. Il n'y a pas de date encore spécifique, mais en gros, entre septembre et octobre. Merci. Les conditions de libération, parce que bon, effectivement, il y a la team, les advisors qui ont eux-mêmes des tokens. Une des craintes en tant qu'investisseur, c'est de se dire, ok, ben ces gens-là, est-ce qu'ils n'auront pas la possibilité de les vendre au moment du listing et de dumper en clair le prix du token. Donc, quelles sont les conditions de libération pour la team et advisors, partenaires, etc. Est-ce que concrètement, quel est le risque à ce niveau-là? En l'occurrence, ouais, pour la team, c'est les conditions les plus contraignantes. Donc, il y a 12 mois de Ouais. cliff et 24 mois de vesting. Donc, autant dire qu'en gros, on aura touché les tokens qu'au bout de 3 ans. Ce qui, bon, je pense, laisse quand même pas mal de temps avant de pouvoir partir avec quoi que ce soit. Et de toute façon, c'était pas l'idée, évidemment, pour nous. Et en l'occurrence, on n'a pas une part extrêmement importante, personnellement, en tout cas, sur cette partie team. On en a gardé, nous, beaucoup pour l'entreprise, pour pouvoir potentiellement derrière, ensuite aussi incentiver les employés, ce genre de choses. Il y a pas mal d'advisors, il y a pas mal on en parlait au début, de sociétés partenaires qui sont avec nous aussi, qui sont dans ces pools-là et qui du coup les poussent aussi à développer le meilleur produit ou à le promouvoir de la meilleure des façons, dans le sens où de toute façon ils sont un peu loqués sur ces conditions à 3 ans derrière avant de toucher les tokens mais voilà, c'est vrai qu'au départ, nous, le token, c'était juste pour tout ce que ça pouvait apporter derrière et pas forcément comme but principal, en tout cas par rapport au projet. Donc, pour moi, je pense pas de risque à ce niveau-là pour les investisseurs. C'est surtout que tu te dois de montrer l'exemple, si tu veux, que tu crois en ton produit. Et, si tu commences à te verser des tokens 6 mois après et à les dumper, je vois pas comment tu crédibilises le projet, quoi, si tu veux. Donc, ça fait pas plaisir à tout le monde qu'on ait mis autant de temps avant de pouvoir générer quelque chose. Mais pour nous, c'est obligatoire pour montrer l'exemple et la crédibilité du projet. C'était D'accord.
Et à Euh, l'inverse, même, on a réfléchi à plusieurs process à différentes échelles suivant comment ils seront utilisés, mais de systèmes de buyback, par exemple, enfin, tout ce qu'on va pouvoir développer qui permettra de soutenir en gros le prix du token. Ça fait partie des questions. Alors, avant ça, j'en ai une sur, OK, quel est le pourcentage qui sera de la supply du token qui sera conservé par l'entreprise? Alors ça, c'est intégré dans la partie team, sur lequel, si je dis pas de bêtises, il y a 12%. Et, euh, et dans lequel il y a, ce que je disais aussi, certaines sociétés partenaires. La partie team, je sais plus, je pense que c'est entre 3 et 5% de mémoire, mais OK. je ne veux pas dire intégralement de bêtises. Je voulais soulever effectivement le fait qu'on n'était pas sur, voilà, on n'est pas sur un projet où 40% des tokens sont possédés par l'entreprise, Non, Non, comme non, non, non. clairement c'est des pas. choses qu'on voit encore aujourd'hui, qu'on verra encore. Et en termes voilà, de supply, de gestion de la tokenmétrie, enfin voilà, c'est important de le souligner. Alors Ouais, justement, donc la en termes majorité, de, en l'occurrence, les 40% sont plutôt pour la communauté Ouais. et tout le système de jeu derrière. Il y a une partie marketing pour promouvoir le projet qui est importante. D'autres systèmes type AirDrop ou autre. Et après, tout ce qui est un peu plus Web3, donc de réserve, de liquidity pour le listing ou ce genre de choses. Et après, il y a les 12% de la team et les différentes étapes des investisseurs. Euh, justement, élément important, les mécanismes qui vont entraîner une prise de valeur du token. Donc, tu parlais de burn, c'est Ouais, déjà quelque chose et il me buyback semble et burn, ouais. voilà, de buyback et de burn, du coup. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que vous allez déployer ou ce qui est déjà déployé et qui va entraîner une valorisation du token, tout simplement, en termes d'utilisation, en termes de mécanismes comme ça. Euh, Bah, pour moi, le plus important, ça reste son utilité. Disons que s'il n'est pas utile, forcément, dès qu'on l'a, on a plutôt envie de le vendre pour aller récupérer de l'argent parce qu'on peut pas en faire on peut rien en faire d'autre. Voilà, Donc, quelle est l'utilité de ce celui-ci? qui était le plus important, ça a été quand même pour nous l'utilité. Donc, il y a forcément ce fonctionnement de monnaie du jeu. Mm. Donc tout va être un peu tourné autour de ça. Il y a le système dans les rewards qui va permettre justement derrière aller acheter nos cartes avec ce token-là, mais surtout toutes les autres fonctionnalités, on va dire, qui vont permettre d'aller encore plus loin dans le jeu, avec les camps d'entraînement qui permettent de faire monter l'XP des cartes, les ligues privées auxquelles on pourra participer et récompenser enfin, uniquement avec le token. Il y a tous les autres types de cartes qui arriveront, donc les cartes ressources, boosters, qui pareil fonctionneront autour de ça. Il y a le marché secondaire sur lequel il y a aujourd'hui 5% de frais, mais qui sera largement réduit pour les utilisateurs du token. Et il y a ensuite forcément tout ce qu'on parlait après derrière de développement en termes d'écosystème, de fan expérience, fan token et utilisation un peu plus poussée Web3, de gouvernance aussi, j'en ai pas vraiment parlé, mais c'est un sujet sur lequel on est en développement et qui vont amener en fait beaucoup plus d'intérêt à le garder pour avoir justement plus d'utilité dans le jeu, plus de cartes qui vont nous permettre derrière de plus gagner, et ainsi de suite. Donc ça, c'est forcément la base. Et ensuite, il y a le fait que ben, justement, plus ça va être utilisé par les utilisateurs, plus on va croître en termes d'utilisateurs, plus forcément il va prendre de valeur au fur et à mesure de l'évolution du projet. Donc ça va être vraiment, je pense, l'élément principal pour la partie, on va dire, croissance la plus importante. Après, on sait aussi que il faut toujours qu'il y ait des nouveaux utilisateurs qui arrivent. C'est important pour soutenir aussi l'économie du jeu. Mais bon, une fois que ce sera, on va dire que peut-être qu'on aura atteint le premier palier, ça se stabilisera peut-être un poil plus. Il faut des mécanismes qui peuvent aider à supporter aussi son prix. Et donc bah, là, voilà, on a été bien accompagné par nos différents partenaires Web3 là-dessus, sur des systèmes de buyback qu'on va utiliser notamment par rapport à toutes les sources de revenus qu'on pourra avoir du sponsoring dans le jeu, avec lequel on discute avec pas mal de marques, qui pourra arriver aussi sur le système des ventes de cartes ressources, qui a la différence des ventes de cartes joueurs
là serait sponsorisé par des médias, des marques, des sponsors, enfin vraiment un peu tout type autour du rugby, et qui vont nous amener des fonds supplémentaires qui nous permettront justement de faire ce rachat un peu de tokens et donc de buyback. Donc il y a d'autres mécanismes un peu aussi sur les fees des marketplaces externes avec lesquels on peut justement faire ce rachat de tokens aussi pour continuer dans ce sens-là. Et ensuite, des systèmes de burn qui permettent, enfin, qui seront faits à partir de ce qui peut être utilisé justement sur, par exemple, s'il y a une compétition unique qu'on crée auquel on peut uniquement participer en payant en token, qui nous donnera la possibilité d'accéder à une fan expérience de folie pour accéder à la finale de Coupe du Monde. J'en sais rien, j'ai un truc, c'est pas forcément le cas là aujourd'hui, mais pour donner un exemple, il y a le potentiel, la potentielle possibilité de burner ces tokens-là qui ont été utilisés pour accéder à quelque chose d'un peu de spécifique et qui viennent supporter son prix. Donc voilà, on réfléchit à tous ces petits systèmes qu'on peut mettre en place et on va dire qu'ils vont se complémenter l'un l'autre pour supporter le prix, tout simplement. Ok, excellent. Merci pour tous ces éléments. Donc ça fait un paquet de trucs qui ont été prévus justement en termes d'utilité du token, de mécanisme de prise de valeur. En termes de petites questions techniques sur la blockchain que vous avez décidé d'utiliser. Polygon, du coup, on est sur Polygon. Il y a eu pas mal il y a eu pas mal de discussions là-dessus. Au tout départ même, on était plutôt parti sur Tezos parce que il y avait un peu ce côté un peu français, green, tout ça qui nous plaisait bien. Et surtout dans nos discussions avec eux, il y avait des perspectives par rapport aux contraintes qui sont un peu celles d'aujourd'hui qui nous plaisaient bien. Et quand on a senti elles arriveraient peut-être pas ou pas assez vite. On a un peu voulu chercher à en fait créer, enfin choisir la blockchain qui nous permettrait d'être le plus à la fois indépendant et toucher le maximum de personnes dans le monde. Donc, c'est vrai que Tezos, par exemple, il y a plein de wallets, bah, tu peux pas avoir un MetaMask ou quoi, donc c'était compliqué de toucher un large public sur cette partie Web3 et dans ce développement, ça nous faisait un peu peur. Et ensuite, bah, si on prend, j'en sais rien, Ethereum pur, il y a le problème des gas fees. Donc après, bon, il y a des histoires de layer 2 qu'on peut développer, mais qui peuvent être un peu complexes, ce genre de choses. Enfin, donc on a cherché à trouver ce qui existait, qui était le plus simple, qui nous permettait de toucher le plus grand monde et avec lequel on allait pouvoir développer aussi vite. C'est vrai qu'il y avait quelques projets de blockchain qui nous plaisaient dans la philosophie, mais bon, on avait aussi besoin de sortir une marketplace, un jeu dans les mois qui arrivaient. Donc, Toi, avec il la Coupe du Monde. fallait qu'il y ait déjà en place des Il y systèmes avait qui le nous problème permettent de technique, faire hein. les enchères en live, ce genre de choses. Et enfin, certaines qui nous intéressaient ne le faisaient pas. Donc, Polygon, pour nous, cochait un peu toutes les cases de manière, on va dire, globale par rapport à ce qu'on souhaitait faire. Bien. Florian, et tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, mais je voulais dire que justement, ça paraît pas, mais la capacité à aller vite aussi peut influer parce que on voit beaucoup trop de projets qui promettent beaucoup et Hmm. qui delayed et c'est 6 mois et c'est un an et Ou après jamais? 2 ans. Non, Jamais. et puis finalement, c'est jamais. Ou alors, tu es à 1000 lieues de ce qu'on t'a promis. Ouais. On a toujours eu comme ligne de conduite qu'il fallait qu'on essaie au maximum de respecter des délais ou on se met la pression énormément pour délivrer à notre communauté dans le temps qu'on se donne. Alors, on ne peut pas tout le temps y arriver, mais depuis le début, on n'a pas flanché de beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Et pour nous, c'est important parce que voilà, les gens, ils croient en toi, ils investissent dans ton projet, ils achètent ton token, ils achètent tes cartes. Et puis au final, tu dois attendre 6 mois, un an. Ça se fait pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas. C'est comme si demain, tu achetais un jeu de PlayStation et on te dit par contre, tu as le jeu, mais tu peux pas allumer ta PlayStation avant 6 mois ou 8 mois. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Et à un moment donné, avec toute la confiance que nous donne la communauté en venant supporter le projet tôt, la moindre des choses que tu dois faire, c'est le rendre dans ta capacité à aller vite, à montrer qu'ils vont avoir quelque chose, qu'ils vont commencer à toucher du doigt, qu'ils vont commencer à tester.
Et voilà, et Polygon a été une des parties du choix parce que elle était plus facile à implémenter, elle amenait des solutions déjà prêtes ou des choses qui pouvaient se mettre. Et voilà, et c'est encore une fois, c'est des choix qui ont été faits pour la globalité du projet, qui n'ont pas été faits juste pour nous, mais parce que ça nous a arrangé, quoi. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments de précision. Florian, je trouve que ça ajoute dans la perception qu'on peut avoir de votre dynamique, culture et la manière dont vous percevez ce projet et la relation avec votre communauté. Justement, au niveau de l'écosystème crypto en ce moment, comment vous percevez, vous, les choses? Alors, moi, c'est quelque chose que je voulais souligner aussi, hein, c'est on est en bear market, même si on est là dans une phase de consolidation plutôt haute du Bitcoin et que je trouve ça assez positif, on a quand même une dominance du Bitcoin qui est repartie à la hausse. D'un point de vue graphique, j'en parle sur ma chaîne, on a cassé un rectangle dans lequel la dominance était enfermée depuis un moment. Et les alts prennent ce qui est assez habituel hein, dans cette période, prennent un peu cher. Comment vous vivez justement ce désintérêt de l'écosystème crypto? Est-ce que vous le ressentez, vous, dans votre projet? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous bloque pour avancer, pour lever des fonds, etc.? Écoute, étonnamment, nous, on a eu des très, très belles surprises parce que, tu vois, récemment, on a fait des ventes sur Binance parce qu'on a eu un partenariat avec eux, avec des collections où on est allé atteindre des prix qu'on n'avait pas imaginé, quasiment 6K sur la carte d'Antoine Dupont unique, tu vois. Même si c'est Antoine Dupont, tu vois, ça donne des marqueurs qui sont quand même assez impressionnants par rapport au jeu, sachant il n'y a pas de rugby en ce moment, si tu veux, tu as les championnats arrêtés. Notre marketplace, il y a des achats tous les jours et un paquet de cartes qui partent. Tout le monde construit son équipe, des nouveaux utilisateurs et tout. Donc, c'est vrai que nous, les marqueurs de notre côté, sont clairement positifs, tu vois, comme on te disait, malgré la fluctuation, tu vois, des cryptos, du bear market, etc. On peut pas s'en plaindre et on n'a même pas encore le jeu live qui va arriver bientôt, si tu veux. Donc, c'est vrai que on va pas dire qu'on l'a pas ressenti. Si tu l'as ressenti comme tu disais, peut-être vis-à-vis des investisseurs, on va dire que si tu fais le même projet 2 ans en avant, tu lèves facilement, tu te bats pas sur tout. Moi, j'ai On va coutume de gagner dire, du temps. Mais ça a été plus dur, mais en fait, ça permet aussi d'écrémer. Soyons honnêtes, quoi. Si tu veux, il y a beaucoup de projets, permets-moi, de projets de merde, je vais le dire. Il y a beaucoup de projets de merde, beaucoup de gens qui ont des opportunistes, tu vois, parce que tu vas avoir un marché haut, un événement sportif comme la Coupe du Monde, et il se dit, ah ben, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc, énormément d'opportunisme et de facilité. Et à un moment donné, ben, le bear market, il te ramène quoi? Ben, il nettoie et il laisse les meilleurs, les mecs qui ont un vrai projet. Donc, à un moment donné, si on est là, on a levé pendant le bear market. Donc, si tu veux, ça consolide encore notre statut, j'ai envie de dire. Et Et, conviction. et on vend pendant le bear market, on vend, on a de l'engouement, on a des communautés qui grandissent, on a des ligues qui vont signer avec nous, des nouvelles ligues, etc. Donc tout ça, ça montre la puissance du projet en général, si tu veux. Donc, ouais, c'est plus dur, mais si tu es solide et si ton projet n'est pas quelque chose qui est bâti à l'arrache, et ben en fait, ça va consolider au final. Ok, merci pour ces éléments encore une fois. Alors voilà, en termes de roadmap, est-ce que vous serez prêt pour la Coupe du Monde? Est-ce que vous êtes on donne d'avance tout. comme vous le souhaitez? On donne tout, ouais. Pour l'instant, on tient nos On y est. objectifs. On n'est pas loin d'une trentaine maintenant à travailler sur le projet, tout cumulé entre les personnes internes chez Banksport ou dans les autres agences de développement ou sur le marketing. Et clairement, là, c'est notre focus, c'est d'avoir le jeu donc avec une version sûrement bêta au départ sur les premières compétitions pour la reprise des championnats de Top 14 et Pro D2 mi-août. Et donc le free-to-play qui soit prêt et disponible, ouvert au public pour le démarrage de la Coupe du Monde début septembre dans la foulée. On prépare déjà plein de belles choses sur ce championnat-là, sur cette compétition, donc où chaque semaine on pourra faire
un peu son équipe avec tous les meilleurs joueurs de la planète. Ça va être assez fou. Il y aura des places de match pour la Coupe du Monde à gagner, donc ça va vraiment attirer, je pense, un peu tous les fans. Et sans parler du système de jeu qui en plus va changer pas mal de choses par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres fantasy et qui est sur d'autres fonctionnements plus adaptés pour nous en plus à un mode de compétition comme la Coupe du Monde, avec la possibilité de faire toutes ces équipes en live et de pouvoir modifier. Donc voilà, je sais pas, on en parlera peut-être plus profondément une autre fois, mais qui va aller plus loin que par exemple ce qu'on peut faire sur un Sora ou autre. Donc on est forcément impatient et pour l'instant on tient nos détails. Après, ça transpire à niveau technique. Hein. Les équipes de technique, ça transpire épais. Hein. Elles vont Il pas fait chaud avoir. en plus. Fait chaud, ça transpire. Hein. Mais bon, ouais. Il y a énormément de techniques. Il y a plusieurs agences qui tournent autour du projet. En fait, on a mis les moyens. On a mis les moyens et ouais, on va y arriver. Et vous avez intégré, alors question, je dirais, supplémentaire, et une parenthèse, mais vous avez intégré les outils d'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez exploité AutoGPT au niveau justement de l'équipe de dev? Parce que, enfin, moi j'ai un exemple d'une startup dans laquelle j'ai investi où ils avaient 4 développeurs, ils en ont plus que 0,5. Ils se chargent juste de faire le suivi. La dernière application qu'ils ont sortie, c'est que du AutoGPT. Et il m'a dit, en 21 ans d'entrepreneuriat, c'est la première fois que je sors une appli et j'ai zéro bug. Ouais, alors je pense qu'il y a certains cas où ça s'y prête très bien. Ouais, bien Et sûr, en on est l'occurrence, il y d'accord, en a d'autres où ça dépend des ils n'en sujets. étaient pas forcément aussi contents. Ouais. Nous, la complexité et en fait ce qui fait aussi notre force aujourd'hui, c'est pour tout ce qui est la partie jeu, c'est comment implémenter tous les sources, tous les flux de données statistiques qui viennent du fournisseur de données. Et en l'occurrence, ça peut paraître simple juste dit comme ça, mais on a essuyé un peu tous les plats sur notre Mm. premier jeu. Il y a énormément de problématiques liées à ça. Et, euh, et du coup, voilà, c'est quelque chose qu'une intelligence artificielle peut pas anticiper sur tout ce qui peut se passer au terme d'un match, sur un joueur, sur une stat, sur un championnat, sur le calendrier qui est lié, en fait, et qui fait tout le fonctionnement du jeu. Donc, Ah, il faut en savoir, l'occurrence, c'était plus compliqué. Après, on en utilise pour certaines parties. oui. Ou du Midjourney, pour Mm. certaines fois, pour certains designs. C'est vrai que voilà, il y a des choses qui peuvent bien aider. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, on n'est pas, on est encore dépendant des développeurs. On est encore dépendant, ouais. Après aussi, comme disait Tony, il y a toute la partie algorithme. Tu peux les inventer, mais tu vas les inventer sur des données que tu as de base. Et tu es obligé, c'est une analyse de données, le chat GPT qui va te donner. Et là, en l'occurrence, les données, il n'y a que nous qui les avons mondialement. On est les seuls à avoir fait du fantasy unique rugby. Donc ces données-là, il ne peut pas aller les chercher quelque part d'autre, puisqu'il n'y a personne dans le monde entier qui n'a l'expérience qu'on a. Donc, en fait, d'un autre côté, on est les seuls à pouvoir faire des algorithmes aussi pointus et aussi analysés, parce qu'on est les seuls à posséder ces données-là. Ce qui a une valeur au niveau de la Et boîte. non. Comme j'aurais aimé mettre un ticket dans la phase de private, juste le token, malheureusement. Ok. En termes de communication qui est prévue pendant la Coupe du Monde, qu'est-ce qui est dans les starting blocks là? Alors bon, ben, bien sûr, hein, je le rappelle, il y a déjà Antoine Dupont qui est à la fois Et Tony, il a associé. vendu un peu la mèche, ouais. Parce on avait un rendez-vous avec Antoine parce que justement, il va y avoir une communication avec lui qui va être Je sais super, que j'en parlais honnêtement. pas Mais pour ça, mais oui. on va pas tout donner, tout dévoiler maintenant. Mais il va y avoir quelque chose d'assez assez punchy, ouais. Ok. Après, on n'aime pas faire. Il faut être clair, on va pas demander à Antoine de vendre notre jeu. Non, on aime les choses qui sortent de l'ordinaire, des choses plus sympas. Et ouais, on a imaginé toute une campagne autour de lui. Oui. Après, c'est un élément parmi effectivement plein d'autres Yes. types de communication sur les réseaux sociaux, via aussi certains médias influenceurs Web3, d'autres Il y a les Web2, ligues aussi, sportifs. parce que quand tu es Il y a les ligues officiel, les ligues te également. donnent de la visibilité, donc c'est Hmm. important.
On est en discussion avec certaines fédérations, on en parlait brièvement tout à l'heure, pour rendre un peu leur team plus officiel dans le jeu et qui pourrait aussi se faire en échange d'une certaine communication de leur part. Donc voilà, il y a pas mal de choses autour de ça, avec l'idée pour nous vraiment de toucher le plus grand nombre de fans. Ok, excellent. Des challenges aussi, j'imagine, prévus sur les réseaux sociaux, en liaison avec les jeux, etc. Ouais. Oui, oui, forcément. Ouais. Les réseaux sociaux vont être plus qu'actifs sur cette période, avec à la fois des choses très engageantes pour la communauté et autour de l'événement, forcément un peu de publicité aussi pour aller toucher le maximum de personnes. Et voilà, il y a tout le système de récompense directement dans le jeu et les compétitions, mais on mettra forcément plein de choses à gagner aussi sur nos réseaux. Bon, merci. On en vient à une dernière question, je dirais difficile. Voilà, j'en parle hein, au niveau de la phase de private. Alors, j'ai pu autant moi expérimenter que certains investisseurs un manque de clarté sur OK, quand est-ce qu'il fallait faire, enfin, comment faire les virements, comment envoyer aussi quand on voulait investir en crypto, la confirmation de la bonne réception des fonds. Il y en a certains qui étaient dans le flou à ce niveau-là. Voilà, une difficulté dans le processus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez corrigé ça, justement, pour cette phase de pré-sale? Alors, c'est un peu ouais, ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où clairement, nous, sur la partie private, il y avait un peu l'idée au tout début, quand on se demandait en fait qui c'est qu'on allait pouvoir cibler, d'aller chercher des investisseurs un peu stratégiques, peut-être des boîtes un peu Web3 aussi que ça pourrait intéresser. Donc, forcément, dans un bear market post-FTX, c'est sûr que c'était plus compliqué d'aller chercher les gros Web3, on va dire. Et on s'est refocalisé plus sur, on va dire, notre communauté proche ou des investisseurs un peu stratégiques qui croyaient au projet, et des partenaires qui nous ont aidés à toucher leur réseau aussi d'investisseurs. Mais du coup, ça fait beaucoup plus de process forcément autour de ça. On a essayé de créer quelque chose qui pouvait, avec un seul formulaire, leur permettait de rentrer toutes les informations à partir duquel nous, on leur envoyait le contrat qu'on pré-remplissait avec toutes leurs informations qu'ils n'avaient plus qu'à signer et faire le paiement. Et c'est ce qui nous semblait être un peu le plus simple pour éviter différents allers-retours avec beaucoup de monde. Mais c'est vrai que du coup, certains n'ont pas forcément calculé que toutes les informations qu'ils cherchaient étaient au début dans le formulaire. Quand ils sont passés après sur le contrat, ils ne savaient plus exactement ou n'ont pas vu qu'en dernière page, il y avait les informations de où je faisais le virement. Et c'est vrai qu'on manquait de temps un peu et de ressources sur cette partie-là pour leur communiquer et on va dire de manière plus assidue les informer qu'on avait bien reçu les fonds, que tout était bien validé. Donc on a manqué un peu de process là-dessus. Après, on s'en cache pas et c'est vrai que c'est pas notre spécialité à la base. Donc on n'était pas forcément extrêmement bien préparé sur ce sujet. Mais voilà, on a un peu corrigé, appris nos erreurs et corrigé. Là, pour cette pre-sale, en faisant un dashboard, une plateforme dédiée à cette vente de tokens, sur lequel voilà, l'utilisateur arrive, s'enregistre avec son wallet ou une adresse mail, fait un virement en crypto directement depuis et ça s'affiche sur sa plateforme. Il sait combien il a de tokens, à quel prix, quelles sont les informations. Et il y a également la possibilité de payer en virement bancaire où là, il faut attendre par contre juste quelques jours derrière que nous, on ait rentré le code qu'il aura transmis au moment du virement pour que ça s'affiche sur sa plateforme. Ouais, Mais puis tout passe par là. je Donc, souligne, hein, ultra important, hein, lorsque vous faites le virement pour investir, de bien mettre la référence, le code qui va permettre d'authentifier en fait la réception du virement et de le lier à votre compte. ça facilite vraiment tout, donc c'est vrai que c'est important. Après, s'il y en a un qui oublie, il y en a déjà pour lequel c'est le Ouais, cas. Voilà, ils nous ont classique. contactés derrière, on a fait le lien, il y a pas de souci, l'argent n'est pas perdu. Mais bon, pour faciliter le travail de tout le monde, c'est vrai que si c'est fait d'entrée, c'est forcément plus pratique. Excellent. Merci pour tous ces éléments. Alors, pour ceux qui voudraient creuser,
le sujet. Il y a tout ce que j'ai apporté, tout ce qu'on a pu apporter dans cette vidéo. Il y en a peut-être certains qui voudront creuser davantage. Est-ce que le mieux, ça va être de me transmettre les liens que je vais mettre là aussi en description. Donc, Ouais. vous retrouverez les liens en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent aller pousser leur recherche au niveau du projet, leur compréhension du projet, aller creuser au niveau de la tokenomics, etc. On va mettre tous les liens en dessous. Je vais, une fois qu'on aura raccroché tous ensemble pour info, donc je crois que je l'ai dit au début de la vidéo, me semble-t-il, mais je vais aussi faire une partie là, juste après, tout seul, dans la continuité, où je vais vous livrer mon analyse et vous expliquer la raison pour laquelle je me suis positionné sur ce projet. Est-ce que vous avez des choses que vous souhaiteriez Non, rajouter, préciser? pour rebondir juste sur ceux qui auraient envie un peu de creuser, donc ils peuvent retrouver la plupart des informations sur notre site et quand ils vont sur la page Token Sale, en l'occurrence, il y a le light paper avec voilà, un peu toutes les infos, notamment sur la tokenomics. Mais s'il y a des questions, on est évidemment là. Je pense que le meilleur moyen pour répondre rapidement aux questions de notre côté, c'est via le Discord. Lien en description, commentaire épinglé. Voilà. Quel ça peut aller le plus vite. Et pour des investissements qui sont un peu déjà en cours, ou vraiment, on va dire, pour passer le cap là, sur l'investissement, il y a aussi notre adresse de contact de finance avec nos équipes qui peuvent répondre à tout ça. Ok, parfait. Il y a un bonus spécifique pour ma communauté, pour les gens qui regardent cette vidéo. Donc vous avez, au lieu de 5% de bonus, vous avez un bonus de 10% en fait, grâce au lien que vous avez en description. C'est, il me semble, unique. Oui, c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé, mais dans la Alors phase de c'était, vente voilà, de la je l'ai évoqué au pré-sale, début de la vidéo. il y a aussi ce bonus-là en fait, qui permet à tous ceux qui ont investi ou même s'ils n'ont pas investi, s'ils sont inscrits, qui partagent leur code en gros à leurs amis, collègues, peu importe, qui souhaiteraient investir. Euh, L'intérêt, celui qui a partagé le code et celui qui le reçoit ont chacun 5% de bonus de token du coup attribué sur le dashboard directement sur cette vente-là. Et donc, sur cette opération un peu unique, ce pourcentage-là est passé à 10%, donc avec 5% supplémentaires. Voilà, donc je précise, hein, je reçois 5%, donc merci pour ceux qui accepteront de passer par mon lien et pour me remercier de la vidéo et du partage de l'opportunité. Et puis, ben, pour vous, ce qui a été négocié, c'est 10% au lieu des 5% habituels. Donc voilà, j'espère que vous serez contents, hein. Merci beaucoup à tous les deux. Restez bien hein, encore sur la vidéo, les amis, parce que, comme je le disais, je vais livrer mon analyse tout seul. Merci beaucoup, Florian. Merci, Tony. Je sais Florian, merci que à toi de Merci nous à avoir toi retenus, c'est super de sympa. m'avoir reçu, c'était top encore. ça faisait un moment que bon ben on échangeait pour faire la vidéo. Je dois avouer que le temps a passé, que j'avais des tas d'autres choses à gérer et que voilà vous avez accepté Également. sur le au dernier moment, en dernière phase là de cette pré-sale, avant la fermeture de faire cette interview. Donc merci beaucoup pour votre disponibilité, c'est très apprécié. Et puis ben je nous souhaite succès dans Ça marche. cette Merci entreprise. beaucoup. Et dans ben, les mois qui viennent, je suis plutôt hypé sur ce qui va se passer. Merci beaucoup. Alors, mon petit mot, mon analyse par rapport à ce projet, la raison pour laquelle je me suis positionné dessus. Bon, je pense que vous aurez compris tous les avantages concurrentiels qu'ils ont. Les partenariats qu'ils ont liés sont loin d'être anodins. Il y a une expérience aussi dans le domaine de ces jeux, une attente, on le voit, malgré le bear market, il y a de l'attraction, il y a des gens qui achètent des cartes, il y a leur Discord, il y a les gens qui les suivent sur les réseaux sociaux, donc il y a de l'intérêt, malgré, encore une fois, le contexte qui n'est pas du tout positif pour les projets Web3. C'est un pari clairement asymétrique. Concrètement, ça peut aller à zéro au niveau du token. Faut s'y préparer, même si, compte tenu de l'environnement compte tenu du projet, hein, j'estime que c'est une pépite pour ma part. Et voilà, on peut faire un très beau multiple. Alors, moi, en étant sur la private, d'autant plus que là, sur la phase de pre-sale, mais je pense que la phase de pre-sale, on peut faire un beau multiple aussi. Alors, quel type de multiple?
c'est au doigt mouillé, hein. Attention, je me base notamment, si vous regardez par rapport à l'évolution du Sorare et alors attention, hein, toute proportion gardée, Sorare, la communauté qui suit le rugby, ce n'est pas la communauté qui suit le football. Donc, sur le rugby, on est à près d'1 milliard de personnes. Je crois que sur le football, je veux pas dire de bêtises, mais c'est plus important que ça, clairement. Néanmoins, ça fait quand même du monde, ça fait quand même de quoi faire. Et encore une fois, ils ont créé des barrières à l'entrée qui sont phénoménales. Donc, sur le token, sachant que là, on est dans une phase de consolidation haussière au niveau du Bitcoin, malgré le désintérêt global au niveau de la crypto et des projets Web3, l'engouement qu'il suscite, le potentiel de hype qu'il y a avec la Coupe du Monde et l'attraction que ça peut amener, moi, je pense que de viser 5 x 10 x 20, peut-être même plus haut sur le token n'est pas déconnant. Donc encore une fois, pari asymétrique. Attention, ceci n'est absolument pas du conseil en investissement, ce n'est que mon jugement de gars lambda, hein. Je ne suis pas conseiller financier, je n'ai pas de formation aux finances. Je suis juste un investisseur passionné par cette thématique qui partage ce qu'il fait sur YouTube, quoi. Donc voilà, je vous invite à analyser le projet. Alors regardez, je sais qu'il reste peu de temps pour la pre-sale. Néanmoins, bon, bah voilà, jour férié, vous avez un long week-end, prenez, vous avez déjà ma vidéo, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Encore une fois, vous savez ce que vous pouvez perdre, et vous avez un potentiel de gain qui est assez exceptionnel. Et moi, c'est le genre encore une fois, de pari asymétrique que j'aime bien. Faisons néanmoins un petit exercice de pré-mortem. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'investis sur un projet. C'est OK, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bon, il pourrait y avoir des dissensions au niveau de l'équipe. Là, ce qui est rassurant, c'est que quand même, voilà, c'est pas un truc qui vient juste de se lancer. Ils se connaissent depuis quand même quelques années. Ce qui est rassurant aussi, c'est qu'ils ont fédéré des investisseurs qui sont des proches au début du projet. Donc là, en termes de pression sociale, ça se pose. OK, donc, mais c'est quelque chose qui pourra arriver. De la régulation qui viendrait foutre le why au niveau de leur projet et au niveau, nous, de la valorisation potentielle du token. Un bad buzz, voilà, au niveau marketing, au niveau communication, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. En l'occurrence, en termes de pré-mortem, à part qu'ensuite, ben, ils se viandent complètement, bien sûr, sur le produit, sur le projet, et ce qu'ils sortent et qu'il n'y ait pas de traction, voilà ce qui pourrait mal se passer. De nouveau, on sait ce qu'on peut perdre, très exactement, hein, c'est l'argent qu'on va mettre. Et par contre, ben, on peut gagner beaucoup plus que ce que l'on met. Donc voilà. Maintenant, vous faites votre choix. Ne vous surexposez pas, hein. Attention avec ce type de pari, surtout ne vous surexposez pas. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je fais. Je ne me surexpose pas parce que, encore une fois, les potentiels de gains sont importants, donc ça vaut pas le coup de se surexposer. Voilà. Et puis, c'est le genre de choses. Alors, j'estime que c'est une pépite. Je suis plutôt bullish et plutôt optimiste. Néanmoins, encore une fois, ça peut aller à zéro. Les retournements de situation dans des projets, dans des startups, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous aurez trouvé cette interview et ce projet intéressant. Partagez-le, je vous en remercie si vous le faites. Mettez-moi un petit commentaire, likez, ça sera apprécié. Si vous avez des questions, encore une fois, mettez-les en commentaire. J'essaierai moi de répondre de mon mieux et puis je les solliciterai si nécessaire. Voilà, le lien, du coup, je le rappelle, description, commentaire épinglé. J'ai dû le rappeler je sais pas combien de fois dans la vidéo. J'espère que je ne les ai pas gonflés. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous mets aussi des vidéos en haut à gauche, en haut à droite, hein, si vous voulez aller voir d'autres sujets qui pourraient vous intéresser, notamment mon portefeuille crypto, la manière dont j'ai constitué ma stratégie crypto pour le prochain bull run que l'on espère qui surviendra, et puis l'interview du fondateur de Mobula. À très bientôt.